Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut. Et Emmerich. Et voilà. Et on est de retour pour la deuxième partie des commandants de l'extension Seigneur des Anneaux. Et il y a du boulot. Il y a du boulot qui nous attend. Avec des commandants un peu moins nombreux, mais plus denses, on va dire. Et plus colorés surtout. Voilà. Ouais, il y aura moins de... Ouais, bon... Là, ça va. Là, il va y avoir des choses à dire, ouais. Ça va être long. Donc préparez-vous, préparez votre verre d'eau et puis votre petit rafraîchissement, voilà, et let's go. Mais avant... Les pubs. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces lives Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Et en complément de la phase de pub, on vous annonce également que le Commander Tour 4 va avoir lieu, voilà, comme prévu, dans le sud de la France, près d'Albi, dans un petit village qui nous accueille pour cette édition. Et les inscriptions sont d'ores déjà ouvertes, voilà, donc même système que les années précédentes. Disons que l'année dernière, on a quand même été un peu au top de la forme et de l'organisation, donc je vous avoue qu'on est reparti, on a dit vas-y, on va faire pareil. Et juste, on vous prépare un prize wall encore plus grand, et voilà, donc avec encore plein de secret lair, vu que vous avez bien aimé ça, tout ça. Donc voilà, des lots à récupérer au fur et à mesure de vos parties, et vous pouvez venir n'importe quel 3 des jours, ou bien les 3 jours, voilà, c'est impressionnant, quoi. Voilà, bref, on vous attend, c'est fin août, donc... Voilà, vous pouvez aller directement sur la vidéo qui va parler de ça sur la chaîne, qui doit normalement actuellement être publiée, si notre timing est bon. Et sinon, voilà, vous avez tout dans la description de cette vidéo-là. Et du coup, on vous attend. Donc, parlons maintenant du Seigneur des Anneaux. Donc, multiples créatures légendaires, comme on a dit dans la vidéo précédente, parce que plein de personnages différents, uniques, tout ça, surtout des personnages aussi qu'on n'a pas dans les films, puisque là, ça s'inspire de toute la trilogie des livres, et donc, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et là, on va attaquer des commandants multicolores, donc il y en a certains qui vont être des nouvelles versions des commandants monocolores. Qu'on avait déjà vu avant, Voilà, qu'on a déjà vu avant, parce qu'il y a plusieurs représentations des mêmes personnages, etc. Ça, et de leur évolution en fonction du récit, etc. C'est ça, donc voilà, c'est riche, on peut le dire. Ouais. Et on commence directement avec un personnage qui, lui, n'est qu'en une seule version. Il y en a une dans un des decks. Ah oui, il y en a une dans un des decks, voilà. Mais dans l'édition, dans une seule version, c'est Arachné, fille d'Ungoliant, qui est du coup une créature légendaire araignée et démon. 8/8 pour 6, dont un noir et un vert. Contact mortel, parade 2. Les autres araignées que vous contrôlez ont le contact mortel et parade 2. Et à chaque fois qu'une autre créature blessée ce tour-ci par une araignée que vous contrôlez meurt, créez un jeton qui est une copie de cette créature, excepté que c'est un artefact nourriture avec, pour 2, l'engager, le sacrifier, vous gagnez 3 points de vie, et qu'il perd tous ses autres types de cartes. On commence quand même vachement fort. Excellent. Ouais, on avait Ishkana jusqu'à présent qui s'occupait d'être à la tête des decks Tribo Araignée. Ouais. Je pense que maintenant c'est Arachné. Ouais, pour moi il n'y a pas de comparaison possible. Non, elle est... Après l'autre elle date un petit peu, parce que c'était Eldritch Moon, donc ça date un petit peu maintenant. Arachné, mais 1000-0, enfin, ses stats elles sont incroyables. Le bonus des lords, le bonus en plus de tout ce que tes araignées vont gagner, enfin vont détruire, tu le récupères sous ton contrôle, enfin t'en fais une copie. Alors, du coup ça veut dire que vous avez les effets d'arrivée en jeu, les effets à la mort, quand elle quitte le champ de bataille, parce qu'en plus vous pouvez les sacrifier avec les capacités activées. Les capacités activées vous les avez encore, les capacités passives, déclenchées, tout, vous avez tout. Le seul truc que vous avez pas, c'est le type, en fait, et force et endurance. Voilà. Mais du coup, ce qui est très marrant, c'est que si jamais vous avez des Planeswalkers qui deviennent des créatures en face, vous pouvez vous amuser du coup à faire des copies full. Je suis en train de me demander, est-ce qu'ils ont quand même pas une force et une endurance mais qui sont considérés comme des artefacts et pas comme des créatures artefacts. Il me semble pas qu'ils aient une force et une endurance parce que c'est dépendant du type de carte. Enfin, ils doivent en avoir une, mais en fait,
ça n'a pas d'intérêt parce qu'ils peuvent rien faire avec, quoi. Vu que ce ne sont pas des créatures. Ah oui. Oui, non, bah non. Voilà. Ouais, ok. Donc voilà, mais c'est très intéressant. Là, j'avoue que... On a ce côté... moi, ça me fait penser à... Comment il s'appelait encore? Le commandant Myrcule, dans Commandant Legends 2. Ouais. Mais c'était avec tes propres créatures, pas avec celles des adversaires. Donc voilà, c'est assez amusant de tourner autour de ça. Et bah moi, je suis complètement... ouais, non, mais elle est saucante. Hein. Elle est lore-friendly, et en plus, elle est bonne. Donc t'es là... let's go, quoi, oui. La créature suivante, c'est Aragorn, chef de la compagnie. C'est la première fois qu'on voit Aragorn, je crois. Oui. Créature légendaire humain et ranger, c'est une 3-3 pour 1 vert et un blanc. À chaque fois que l'anneau vous tente, si vous choisissez une créature autre qu'Aragorn comme porteur de l'anneau, mettez sur Aragorn un marqueur de votre choix parmi initiative, vigilance, contact mortel et lien de vie. À chaque fois que vous mettez au moins un marqueur sur Aragorn, mettez un marqueur de chacune de ces sortes sur jusqu'à une autre créature ciblée. C'est le moment de faire le petit rappel sur l'anneau vous tente. Voici quelques petites explications sur la mécanique l'anneau vous tente. Alors, à savoir, en fait, l'anneau vous tente, c'est une capacité, un effet qu'on va retrouver dans plusieurs cartes, que ce soit éphémère, rituel, créature, permanent, peu importe. Vous avez cette capacité qui existe et qui va vous dire « l'anneau vous tente ». Qu'est-ce qu'il se passe quand l'anneau vous tente? Soit vous ne possédez pas l'emblème de l'anneau, soit vous le possédez. Si vous ne le possédez pas, vous allez le créer. Si vous le possédez déjà, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est que l'anneau va gagner une capacité supplémentaire. Dans l'ordre, évidemment, de haut en bas, comme vous le voyez sur la carte actuellement, qui est là pour vous le rappeler, l'emblème en question. Vous gagnez d'abord la première capacité, puis ensuite, si vous avez déjà la première capacité, vous gagnerez la seconde en plus, puis la troisième en plus, puis la toute dernière, la quatrième en plus. Quand vous rajoutez la capacité, vous allez également choisir un porteur de l'anneau, c'est-à-dire une créature que vous avez sur le champ de bataille, en tant que porteur de l'anneau. Vous pouvez également décider de changer votre porteur de l'anneau actuel si vous en avez déjà un qui a été désigné. Et cette créature restera le nouveau porteur de l'anneau jusqu'à ce que, soit elle quitte le champ de bataille, soit elle quitte votre contrôle, ou bien que vous désigniez un autre porteur de l'anneau parmi vos créatures. Il n'est pas nécessaire d'avoir une créature en jeu pour que l'anneau vous tente. Vous pouvez tout à fait avoir l'anneau qui va progresser et du coup gagner des capacités supplémentaires, mais vous n'avez pas de créature, donc du coup vous ne pouvez pas désigner de créature comme étant votre porteur de l'anneau. Mais par contre, bien évidemment, si jamais vous en avez au moins une, vous êtes obligé de le désigner comme étant votre porteur de l'anneau. Vous le voyez, du coup, au niveau des capacités que l'anneau propose, il y a plusieurs étapes et donc plusieurs capacités qui vont influer sur ce que votre porteur de l'anneau va pouvoir faire. Notamment, tout simplement, la première capacité fait que votre porteur de l'anneau est légendaire et ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure, ce qui est fort pratique du coup pour des capacités d'évasion. La deuxième capacité, à chaque fois que votre porteur de l'anneau attaque, vous piochez une carte puis vous défaussez une carte, donc un petit peu de plus-value, c'est sympa. La troisième, à chaque fois que votre porteur de l'anneau devient bloqué par une créature, le contrôleur de cette créature la sacrifie à la fin du combat. Plutôt sympa, vu que, on rappelle déjà, le porteur de l'anneau ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieures à cause de la première capacité, ça se cumule. Et la dernière, à chaque fois que votre porteur de l'anneau inflige des blessures de combat à un joueur, chaque adversaire perd 3 points de vie, ce qui est fort utile dans notre format multijoueur, mais également de manière générale pour mettre des dégâts, et sachant que déjà notre porteur de l'anneau ne peut pas être bloqué par des créatures plus fortes, et qu'en plus on dissuade fortement les adversaires de bloquer, ça met vraiment un maximum de synergie entre ces différentes capacités. En dehors de ça, l'emblème de l'anneau, il faut le traiter comme n'importe quel autre emblème, il n'est pas en jeu, ça n'est pas un permanent, il est dans la zone de commandement et il fait son effet en permanence. Donc pas besoin de s'inquiéter de savoir s'il y a des moyens de le gérer ou quoi. À partir du moment où vous avez l'emblème de l'anneau, ça sera le seul exemplaire que vous pourrez avoir. Et si jamais vous arrivez à la quatrième capacité, vous ne pouvez pas avoir un second anneau qui va arriver, bien évidemment. Vous n'avez qu'un seul exemplaire de l'emblème de l'anneau disponible pour la partie et vous ne pouvez en contrôler qu'un seul. Voilà. Si jamais vous avez d'autres questions concernant la mécanique de l'anneau votante, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, on y répondra bien évidemment. Et du coup, après ce petit rappel, ouais, c'est assez intéressant. Alors, l'avantage, c'est que, comme d'autres créatures qui jouent avec l'anneau voûtante, il ne permet pas de tenter directement. En même temps, Aragorn, voilà, on l'a vu dans les films, les bouquins, c'est pas quelqu'un qui se fait tenter par l'anneau, vraiment. Il est plutôt impassible, justement. Mais c'est très intéressant, en fait, d'avoir cette mécanique. En choisissant quelqu'un d'autre comme porteur de l'anneau, vous allez en fait mettre des marqueurs capacités qui sont très intéressants, parce que moi il y en a deux que je vois, je suis là. Contact mortel initiative. Oh oui, ça fait du bien. Oh ça c'est pas mal. Donc voilà.
Et puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en dehors des marqueurs capacité, pour moi, ça évoque tout simplement un jeu marqueur. Ouais, voilà, tu peux juste garder le deuxième bloc de texte. Hein. Ouais. Si tu mets un marqueur sur Aragorn, t'en mets jusqu'à un autre sur une créature. Ouais. Et en plus, moi je pense également qu'en blanc, on a des marqueurs indestructibles. On a des marqueurs défense talismanique aussi qui existent. Et t'es là, il y a des marqueurs vol aussi qui existent. Merci Ikoria. Donc voilà, intéressez-vous à tout ça parce qu'en fait, vous avez moyen de cumuler plutôt pas mal de marqueurs supplémentaires en plus sur Aragorn, en plus des 4 types qu'il a. Et ça peut devenir vite très intéressant. Ouais. Et en plus ça fait une sorte de double Voltron parce que vous mettez un marqueur également sur une autre créature, t'es là, ouais pourquoi pas. Après il y a aussi autre chose, hein. Vous pouvez choisir plusieurs fois, quand l'anneau vous tente, plusieurs fois d'affilée, vous pouvez choisir le même marqueur et en mettre plusieurs sur Aragorn et sur plusieurs créatures à côté. Et puis je dirais un truc aussi, Audric, version 2, celui qui partage les capacités. Il va partager les capas, ouais. Puis après t'es bon. Voilà, du coup même pas besoin d'avoir les créatures en même temps. Voilà. Ouais. C'est pas mal. Franchement il est bien. Non il est bien. Et voici l'autre Aragorn déjà qui est derrière. Ah lui il m'énerve déjà. Ah là là, Aragorn, l'unificateur. Enfin pas vraiment, puisqu'il y a une couleur qui n'est pas dans son coup. Il est rouge, vert, blanc, bleu, voilà, pour 4 mana. C'est une 5-5 humain et noble, cette fois-ci. À chaque fois que vous lancez un sort blanc, créez un soldat humain 1-1. À chaque fois que vous lancez un sort bleu, regard 2. À chaque fois que vous lancez un sort rouge, il inflige 3 blessures à un adversaire ciblé. Chaque fois que vous lancez un sort vert, une créature ciblée gagne +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Ce côté feignantise de design, quoi. Ouais, mais en fait, c'est pas feignantise, c'est vraiment le côté... Non, c'est le côté unificateur, c'est... Ouais. Alors, tout à l'heure, on avait vu... ne se déclenche qu'une fois par tour, là. Non, c'est bon, vas-y, frère. Ouais. On se déclenche autant de fois que tu veux, t'inquiète. Ouais. Mais après, c'est pas des capacités non plus dégénérées, quoi. Oui, c'est vrai que faire un jeton, c'est pas ouf. Non, mais faire un jeton, d'accord. Mettre 3 blessures à un adversaire, c'est vrai que c'est pas génial. Ouais, mais je veux dire, pendant ce temps-là, faire un jeton, je te rappelle qu'on a un monument d'Oketra qui réduit les coûts et qui fait des jetons de manière systématique. Et qui sont vigilants, en plus, les jetons. Oui, mais regarde le truc, ça a 4 couleurs. Ouais, bien sûr. Ok, il y a pas le noir, donc il t'enlève une des meilleures couleurs du format, mais on s'en fout, Après, à vous de voir pour un deck multicolore, c'est probablement la version la plus chiante parce que ça va être good stuff, let's go, et puis bam, vas-y, je fais plein de trucs. Oh, c'est ce que les gens vont faire. Hein. Ouais, il y a le côté blast qui est assez intéressant, je trouve. Le +4/+4, ça va dépendre du type de jeu. C'est-à-dire, si vous avez des créatures piétinement, tout ça, qui ont de l'évasion, ça va être cool. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que, par exemple, le +4/+4 sur une créature bleue avec de l'évasion, ça m'intéresse. Ou une créature blanche. Le soldat, ça peut être intéressant dans les jeux jetons qui fonctionnent également avec le vert. Et en fait, c'est qu'il y a des choses que tu peux faire fonctionner un peu entre ces différentes capacités. Tu lances rue intrépide, c'est un sort vert, tu donnes Aragorn +4/+4. Ouais. Du coup, ça va faire +9/+9 sur ton board. Après, c'est vrai que ça fait un peu one-shot quand même. Là, tu kills trop facilement. Bah oui, mais je viens de te citer un commandant et... une carte. Et allez, vas-y. Si qui tu coûte veux... 5 en plus, donc si tu veux vraiment t'amuser, le meilleur ami d'Aragorn, c'est Jetmir à ce moment-là. Oui, pareil, ouais. Bah, oui. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Tu la vois, la pile multicolore, là, arriver Bien sûr. De toute façon, le multicolore good stuff, ça fait déjà un moment qu'on l'a. Tu mets Ferus Rokirich dans le tas, là. Tu vois, moi, contrairement à d'autres commandants multicolores, il m'énerve pas autant parce qu'il fait de la plus-value sur ce que tu fais, il la fait pas juste comme ça, de n'importe où, quoi. Parce qu'on a des commandants qui sont un peu en mode, vas-y, je te fais de la value, et je la sors de mon cul, quoi, donc... Et je fais tout le taf. Mais, enfin, voilà... La suite qui est Arwen, une demi-aile, créature légendaire, elle fait noble, c'est une 2/2 pour un vert et un bleu. À chaque fois que vous appliquez le regard, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, et pour 4, un vert et un bleu, regard 2. Combo. Avec quoi? On avait parlé d'un certain Sylvain et d'une autre créature qui, quand elle gagnait un marqueur, elle faisait un jeton. Ouais. Et il existe un enchantement pour 2 en vert qui dit, quand une créature arrive en jeu, regard 1. C'est là, Seasons of Growth. Ou tu as aussi... Bon, c'est une créature verte, mais ça marche aussi. Ok. Jeton infini. Et pour pas grand chose, parce que Arwen coûte que 2. Voilà, donc on a quand même 2 enchantements qui permettent de le faire. Arwen coûte que 2, les 2 enchantements ne coûtent que 2. Il y a des créatures à côté. Ouais, le Sylvain, il coûte 4, et ensuite il y a le Belote qui, me semble, il coûte 6. C'est les trucs les plus chers. Mais le truc, c'est que comme ils arrivent en jeu, du coup, avec les enchantements en question, tu peux comboter. Et en fait, tu peux faire des jetons infinis. Ouais, tada. Voilà, le commandant Unco que vous attendez pas. Alors, en dehors de ce truc de combo,
En fait, moi je trouve que c'est plutôt ok. Je veux dire, avec le système elfe, marqueur +1/+1 et regard, bah, en fait les 3 sont en synergie dans le set en général. Et bah c'est un bon support. Ouais. Je veux dire, le liant il est là, Arwen coûte pas cher, elle a en plus un regard 2 pour 6 au cas où t'aurais du mana à dépenser. Et l'avantage c'est que t'es pas obligé de le mettre sur Arwen comparé aux deux qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Non mais c'est cool, honnêtement moi j'aime beaucoup le design là-dessus. Maintenant on va passer à l'autre Arwen, la mythique. Arwen, reine mortelle, pardon, excusez-moi, pas immortelle, mortelle. Une créature légendaire elfe et noble 2/2 pour 3, dont un vert et un blanc. Elle arrive sur le champ de bataille avec un marqueur indestructible sur elle, voilà. Elle est mortelle mais elle est indestructible. Et pour 1, retirez un marqueur indestructible d'Arwen, une autre créature ciblée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Mettez un marqueur +1/+1 et un marqueur lien de vie sur cette créature, et un marqueur +1/+1 et un marqueur lien de vie sur Arwen. Bon, ça fait beaucoup de trucs, ça va bien aller dans les jeux marqueurs et basta. Ouais, c'est très lore friendly, et par contre ça fonctionne très bien avec Aragorn blanc-vert qu'on a vu juste au-dessus. Bah ouais. T'es là. Parce que du coup, le marqueur +1/+1 que tu donnes grâce à Arwen, tu peux le redonner encore à quelqu'un d'autre. Ouais. Les deux même, hein. Le marqueur +1/+1 il vient de lui. Donc du coup tu peux remettre l'indestructible sur Arwen, t'es là. What? Donc bon. Non, il gagne indestructible jusqu'à la fin du tour. Il gagne pas le marqueur. En fait. Oui, pardon, il gagne pas le marqueur, excusez-moi. C'est le marqueur lien de vie. Mais par contre, si par moyen A plus B, tu peux te débarrasser d'Arwen tant qu'elle a encore son marqueur indestructible, il va sur un ozolite. Ouais, ou si tu peux proliférer. Tu oui, retires un marqueur. Ouais, elle l'a encore. Elle l'a encore, et t'es là. C'est le bordel. C'est vraiment le bordel. C'est jouable, hein. C'est jouable. Non, ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Arwen, en fait, elle est sympa et elle fonctionne bien avec Aragorn. Elle coûte pas cher, elle est sympathique, quoi. Ouais. La suivante, c'est Bilbo, cambrioleur à la retraite, une créature légendaire alphelin et gredin. C'est une 1/3 qui coûte un incolore, un bleu et un rouge. Quand Bilbo arrive sur le champ de bataille ou le quitte, l'anneau vous tente. Et à chaque fois que Bilbo inflige de blessures de combat à un joueur, crée un jeton trésor. Ok. Bah... En fait, alors le côté infliger les blessures, c'est parce que l'anneau vous tente. On rappelle que le premier stade de l'emblème de l'anneau, c'est de dire cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures avec une force supérieure. Bilbo étant 1/3, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de créatures qui peuvent le bloquer. Et en plus, avec une grosse endurance, ça fait également qu'il peut survivre normalement la plupart du temps. Donc ça le rend assez intéressant en fait, puisque derrière, ça peut juste être un petit un petit commandant qui va juste faire de la petite plus-value quoi en trésor. Ça permet juste de déclencher ton anneau. Ouais. Et effectivement, comme tu dis, le fait de pouvoir passer, ça te permet d'aller grappiller un trésor à droite à gauche. Ouais. Après, dans ces couleurs-là... Trésor bleu-rouge, ça va. Ouais, mais t'es pas franchement axé sur l'attaque, donc je sais pas. Pirate. Oui, peut-être. On a un cambrioleur au milieu de nos pirates. C'est plutôt thématique. Ouais. Après, en dehors de ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'envisager un deck vraiment autour de lui. C'est ça. Oh, le suivant. Ah, Denethor, surintendant gouvernant, une créature légendaire humain et noble. Pour 3 dont un blanc et un noir, c'est une 2/4. Et au début de votre étape de fin, si une créature est morte sous votre contrôle ce tour-ci, créez un jeton de créature 1/1 blanche, soldat et humain. Et pour 2, sacrifiez une autre créature. Chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. C'est bien. C'est pas mal. C'est bien. Voilà, c'est de l'aristocrate sacrifice. Oui. Là. Il en fallait un, voilà. Fallait que ce soit Denethor. Surtout du sacrifice. Plus le sacrifice oui, voilà. aristocrate. Après, le fait de devoir payer 2, ce sera pas jouer des masses. Mais c'est toujours un effet de plus qu'on peut trigger. Il y a des moments où quand on joue ce genre de deck, tu rompiches, tu galères un petit peu à aller gratter les petits points en plus. La création de soldats se fait qu'uniquement à ton étape de fin, ce qui limite énormément la puissance de la carte. Ouais. Après, ça reste une unco, donc on va pas... Mais tu vois, par exemple, les decks qui jouent le Flèche Taker, la créature qui a la tête de vache, là, de Innistrad, je pense qu'à la place Denethor sera beaucoup mieux. Ouais, là-dessus, ouais. On continue avec Elrond, maître des soins, créature légendaire elfe et noble. C'est une 4/4 qui coûte 2, un vert et un bleu. À chaque fois que vous appliquez le regard, ciblez jusqu'à X créatures. Mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. X étant le nombre de cartes que vous avez regardées en appliquant le regard de cette manière. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle devient la cible d'un sort d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous pouvez piocher une carte. C'est pas mal. On retrouve encore le liant regard-marqueur. Ouais, mais là, pas mal la pioche, là... Ouais, alors après, la pioche, c'est vraiment si... ouais, il faut que ça devienne... C'est uniquement l'adversaire qui doit cibler. Ouais, mais bon, Simic Marker... Ouais. C'est un moyen aussi de protéger un peu tes bêtes, tu vois, à distance. Oui, bien sûr. Parce que les mecs, ils vont être là avant de jouer le removal et ils font « Ouais, mais j'ai pas envie qu'ils piochent non plus. » Ouais, surtout avec le bleu, quoi. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. Il y a un côté dissuasif qui est intéressant. Après, derrière, je trouve tout simplement très efficace.
Alors c'est marrant parce qu'on peut en reparler encore une fois de ces 2 enchantements qui font regard quand une créature arrive, mais en fait ça devient super intéressant pour ce type de jeu. Oui. Donc voilà, c'est... Surtout que tu vas jouer des elfes. Des elfes, donc du coup du vert, donc du coup l'enchantement l'antienne verte fonctionne. Donc ouais, c'est pas mal du tout là-dessus. Non, il est pas mal. Très intéressant. Mais j'ai l'impression que le jeu elfe, là, quand tu regardes les commandants, tu te dis ah ouais, il y a moyen de faire un truc pas mal du tout. Ouais. Il y a quelque chose de super intéressant. Marqueur regard, là. Ouais, et c'est très drôle après qu'on soit sorti de la période où elfe c'était Golgari. Ouais. Notamment avec le dernier Tyvar. C'est vrai. C'est drôle. On a ensuite Éowyn, chevalière intrépide, une créature légendaire humain et chevalier 3-4 pour 4, dont un rouge et un blanc. Elle a la célérité, comme tous les chevaliers de l'extension, j'ai l'impression. Et quand Éowyn arrive sur le champ de bataille, exilez une créature ciblée de force supérieure qu'un adversaire contrôle. Les créatures légendaires que vous contrôlez acquièrent la protection contre chacune des couleurs de cette créature jusqu'à la fin du tour. C'est quand même un removal sur une créature, là. Ouais, pour 4. Et qui te donne un body et qui te donne une protection. Et qui rend pas la créature quand elle part. Bah, Mardu Légende, il est bien, là. Après, là, aggro, quoi, tu peux faire du Boros jeton. Mais c'est des créatures légendaires qui seront protégées, c'est un peu dommage. Ah oui, les créatures légendaires, ouais, c'est pour ça. Ouais, donc on a encore une fois mais bon, sur admettons, t'as Éowyn, tu joues Gandalf et Lechnord dans ton pack. En tout cas, voilà, encore un bon outil pour des decks. Le Gandalf qui double les effets d'arrivant. Bah ouais. La vache. Du coup, je vais utiliser ça et ça, mon board il est protégé contre à peu près tout. 5 couleurs protection, bon. Après, t'as quand même 2 conditions sur l'exil, il faut que ce soit de force supérieure à 3. Ouais, et qu'un adversaire contrôle. Ouais. Mais bon, en vrai... Après, le problème, il est ailleurs, c'est si jamais tu boostes tes humains. C'est-à-dire que Éowyn arrive avec une force supérieure à 3, et du coup, t'es là, ah ouais, ça va commencer à être compliqué un peu. Donc voilà. Intéressant. On continue avec Faramir, le prince d'Ithilien, créature légendaire humain et noble. C'est une 3-3 pour 2, un blanc et un bleu. Au début de votre étape de fin, choisissez un adversaire. Au début de la prochaine étape de fin de ce joueur, vous piochez une carte, s'il ne vous a pas attaqué ce tour-ci. Sinon, créez 3 jetons de créatures 1-1, blanche, humain et soldat. Ah la vache, c'est... c'est... Tu te rappelles de Guafa Azid, ce commandant magnifique que beaucoup de gens disaient « Ouais, c'est sympa et tout ». Là, c'est un peu pareil, hein, c'est ouais, non, mais soumets-toi ou alors meurs. Ok. Toi, je te choisis toi. Ouais. Si tu m'attaques, je fais 3 bêtes. Et si je t'attaque pas, je pioche une carte. Mais là, par contre, ça va être très intéressant parce qu'il va falloir trouver un équilibre au niveau du deck. Parce que lui, je le vois carrément à la tête de son propre deck. Ouais. Là, il y a probablement également les decks pilo fortes en général qui vont vouloir le jouer. En plus, blanc-bleu. C'est ce que j'allais dire. Qui sont magnifiques pour ça. Genre, toi, je te choisis toi et je sais que tu peux pas m'attaquer. Donc, je vais piocher une carte. Et tous les decks qui se basent beaucoup autour de la politique, donc des décisions prises par les adversaires également, t'es là. C'est exactement le genre d'effet qu'on veut retrouver en fait. Ouais. Et lui, à la tête de son deck, je le vois tout à fait. D'ailleurs, ça veut dire, bon, tu peux par exemple mettre des doubleurs de jetons. On a en blanc, on en a, donc ça va. On peut mettre des doubleurs également de pioche. On peut mettre du pilo fort pour se protéger soi-même, parce que du coup, ça fait que non seulement tu dissuades énormément l'adversaire, mais en plus, tu lui dis, mais en plus, tu vas devoir payer des coûts supplémentaires pour le faire. Donc, il est génial. Moi, je l'adore, franchement. Ouais, il est vraiment cool. Il est bien. Parlons du suivant, Frodo Sake. Une créature légendaire, alphelin et éclaireur qui coûte 2, un vert et un blanc au total. Et c'est une 1-3, et à chaque fois que lui ou qu'une autre créature légendaire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, l'anneau vous tente. Et tant que Frodo est votre porteur de l'anneau, il doit être bloqué si possible. Dès que t'es au stade 1 de l'anneau. Ouais, il doit être bloqué si possible, mais uniquement par des créatures de force inférieure. Par contre, le fait que quand lui ou une autre légende entre en jeu, l'anneau te tente, ça va vite, hein. Ouais, surtout que les autres stades de l'anneau, en fait, autant le deuxième c'est de la plus-value, oui. Mais le troisième et le quatrième sont vraiment ultra avantageux si t'as une créature qui a une petite force. Donc t'es là, waouh, le Frodon il défonce hein, un peu. Alors après, celui-ci il est pas non plus, enfin, il restera sa première capacité. Des trucs, quoi. Sa première capacité elle me semble intéressante, mais la deuxième. Ça va juste retirer le board des adversaires un petit peu. Ouais. Ou alors faut que t'attaques chez quelqu'un. En fait, le truc c'est que la deuxième, elle est anti-synergique en fait avec l'anneau. Donc du coup, t'es là, tu te dis ouais, mais justement, moi, si je veux le enfin le porteur de l'anneau, c'est justement pour qu'il soit pas bloqué. Et là, s'il doit être bloqué, bah c'est un peu chiant, quoi. Ouais. Donc, ouais. Après, ça peut dégager des petites créatures. Oui, voilà, c'est ça. Force, les dorks, les petites créatures utilitaires. Tu vas jouer ça dans des petites SP sentinelles. Tu vas jouer ça dans des petits decks. Gadoctig ou un truc comme ça, là, pour bien les embêter. Ouais.
Mais j'avoue que c'est pas forcément... Il y a la première capacité qui m'intéresse beaucoup, mais le reste... Oui, c'est pas mon Frodon préféré, quoi. Non. La carte suivante, c'est Galadriel de Lothlórien, créature légendaire elfe et noble, décidément je les ai tous. Un incolore, un vert et un bleu. À chaque fois que l'anneau vous tente, si vous avez choisi une créature autre que Galadriel comme porteur de l'anneau, regard 3. À chaque fois que vous appliquez le regard, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, mettez-la en jeu sur le champ de bataille engagé. Limite pareil, le premier... C'est comme pour Aragorn tout à l'heure, le premier bloc, c'est pas grave en fait si tu le fais pas. Pour 3, une 3-3 qui te fait le deuxième effet quand tu appliques le regard machin, dans le bon pack, incroyable. Honnêtement, là, ça me donne envie presque de rebuild mon deck regard mono bleu en me disant vas-y, je pars bleu-vert, hein, parce que là... tu mets Galadriel à la vache, quoi. Elle est très très bien, et en plus, vous savez quoi? Elle est illustrée par Magali Villeneuve. Bravo. Yes. Donc, c'est pas la première qu'on voit. C'est pas la première, en effet. Mais celle-là, elle est très belle. Mais j'aime beaucoup parce que du coup, si tu joues avec la mécanique de l'anneau qui te tente, regard 3, c'est quand même ultra violent. Hein. Ouais. T'as peu de cartes, peu d'effets qui te font un regard de 3, systématique. Et vu que tu cumules avec le second en plus derrière qui peut te faire littéralement de la rampe, hein, enfin, c'est génial. Franchement, waouh. Elle est vraiment chouette. Continuons avec Gandalf le Gris, qui est bleu-rouge. Qui coûte 5, dont un bleu et un rouge, c'est une 3-4. C'est un avatar et sorcier, bien évidemment. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, choisissez l'un qui n'a pas été choisi. Soit vous pouvez engager ou dégager un permanent ciblé, soit il inflige 3 blessures à chaque adversaire, soit copiez un sort d'éphémère ou de rituel ciblé que vous contrôlez, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie, soit mettez Gandalf au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. À quoi ça sert de le mettre au-dessus? Pour reset les capacités. On blink. Oui, bah évidemment. On va jamais choisir le dernier mode. Oui. Donc voilà, Emmerich vient de tâter en effet le petit problème et à la fois la solution de ce voilà. Gandalf. Ça va être commandant centré sur Gandalf, blink. Point. Ça me donne des vibes de Narumea, moi, personnellement. Ouais. Avec la copie, t'es là... Ah ouais, et tu mets Narumea en plan B dans le deck, hein, on s'en fout. Ah oui, non, mais carrément, là-dessus on est parti. Hein. Puis derrière, comme t'es en bleu-rouge, tu peux jouer le nain qui fait les trésors quand tu joues au copie des sorts, en Magecraft, avec la sorcellerie. Ouais. Tu peux t'amuser à faire pareil avec celui en bleu qui fait piocher, avec les pingers, t'es là. Let's go, quoi. Honnêtement, c'est EZ spell... Pur jus. Voilà. Mais avec un gros engine en plus dans ta zone de commandement. Ouais. Mais qui fait que du coup, tu vas devoir faire gaffe quand même au sort que tu vas mettre. Ouais. Parce qu'il faut faire du blink, comme tu dis. Hein. Après, maintenant, on commence à en avoir assez. Hein. Ouais. Bon, il y en a quelques-uns en bleu, ouais. Il y en a quelques-uns pour les créatures, c'est pas un problème. Et puis honnêtement, l'avantage aussi, c'est que quand tu vas lancer ton sort de blink, tu peux par exemple le copier pour dégager aussi d'autres permanents. Blinker des terrains, par exemple. Si t'es vraiment chaud, tes sorts rouges, c'est des sorts qui font des copies d'une créature. Et quand t'arrives à la 3e phase de Gandalf, tu le rejoues, tu fais une copie de Gandalf et par le truc des légendaires, tu dégages l'original et tu peux continuer. Et tu continues comme ça. Ouais, tu peux le faire en effet. Tu peux faire ça. Tu peux faire en bleu, tu peux faire des copies également. Oui. Des copies plus simples. Mais je pensais, le rouge amène quoi concrètement? Il va t'amener des doublages de sorts et ça. Non mais honnêtement, ça a l'air cool, hein. Il y a moyen de faire des trucs un peu cons avec. T'as même pas besoin de tour sup en fait. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Il est sympa ce Gandalf, moi je l'aime bien. Il est vraiment très sympa. Par contre, c'est quand vous lancez un sort, pas quand vous le copiez. Ah oui, non, faut pas exagérer non plus. Bah ouais, non mais attends. Bah en même temps, il en copie déjà un lui-même, donc voilà. Est-ce que du coup, parce que là j'en parlais en rigolant. Mais est-ce que Gandalf clone, ce serait pas une bonne idée? Genre tu joues Mirror Box. Et t'essaies d'avoir plein de copies de Gandalf. Tu peux le faire. Après, moi, je vais réagir aussi parce que je viens de dire quelque chose. Voilà. Après, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que du coup, on peut s'amuser également, étant donné que c'est à vitesse éphémère qu'on peut jouer également. Par exemple, on peut lancer un sort, puis ensuite jouer un éphémère pour du coup avoir une copie qui va se mettre dans la pile du sort précédent, puis ensuite résoudre encore Gandalf derrière. Donc voilà, on peut s'amuser un petit peu avec ça, avec l'ordre aussi dans lequel les capacités sont mises en pile et les copies sont mises en pile. Ça peut être très amusant et il peut se passer des trucs un petit peu dingos, je pense. Donc ça peut être sympa. En tout cas, moi, je suis très hypé par ce Gandalf. Ouais, il est fun. La créature suivante, c'est Gimli, le vengeur éploré, créature légendaire nain et guerrier. C'est une 3-2 pour un incolore, un rouge et un vert. Gimli, un indestructible tant qu'au moins 2 créatures sont mortes sous votre contrôle ce tour-ci.
Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur Gimli. Quand cette capacité se résout pour la 3e fois ce tour-ci, Gimli se bat contre jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ça tombe bien parce qu'il est indestructible en plus. Oh là là, c'est dingue. Il peut se fight avec des marqueurs, et en plus derrière, donc si tu fais ça, tu tues tes créatures sur un tour, t'es là, il gagne 3 marqueurs, il a l'indestructible, et en plus il se bat. À chaque fois qu'une autre créature que vous Let's go. meurt. Bah dans la tête, quoi. Juste, oui. Non, mais tu vas là, tu mets 6. Non, mais tu joues combo persiste. Ouais. Ouais, complètement. Et il va mourir, revient, un sac à outlet, meurt, revient. Ton Gimli devient très gros, tu butes un mec. Alors, vas-y, je prends les grosses créatures, je les défonce. Mais c'est ça, en fait. Non, en fait, il y a moyen de faire des trucs. Après, je pense qu'il va falloir vraiment. Ouais, c'est. Voilà. Là, j'ai été prendre l'extrême. Ouais, mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs un peu sympas. Peut-être aussi avec des jetons qui peuvent se sacrifier, des créatures et tout. Les tokens élémentaux, tu sais que tu dois sacrifier à la fin du combat. Ou à la fin du tour, les tokens rouges. Je sais pas si c'est ceux-là que t'as envie d'avoir à la fin du tour, parce que c'est pas le moment où tu voudras avoir l'indestructible pour Gimli, quoi. Non, voilà, ce qu'il faudrait, c'est un petit peu un sac outlet à la Kikar, quoi. Un peu dans le même genre. Ouais. Voilà. Mais bon, ça peut être sympa. Après, c'est très bizarre, en effet, de jouer sur la mort de ses propres créatures en rouge-vert. C'est pas vraiment la combinaison à laquelle tu t'attends. Rouge-vert, let's go. Let's go. What the fuck? Je suis chaud. Let's go. Bon, un autre Aragorn qui s'appelle Grand Comment Pas. ça, c'est Aragorn? C'est Aragorn. Grand Pas, rôdeur du Nord. Bah, on m'a pas dit, moi. Spoiler. Les créatures légendaires, humains et rangers, pour 4 dont un rouge et un vert, c'est une 4-4. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, la créature équipée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est ciblé. Ciblé, pardon. Sauf que la traduction... Française, ouais, voilà. Mais c'est créature ciblée, vous en faites. Créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Puis, si cette créature a une force supérieure ou égale à 4, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Eh mais attends, il est pas 4-4 de base? Si. Ouais, c'est pas mal ça. Voltron. Oui. Est-ce que t'es capable de faire venir suffisamment de terrain pour... Bah disons que 3 terrains par tour, c'est faisable. Hein. Fetch, ramp, let's go. Ah ouais, ça n'empêche qu'après tu vas mettre, même si tu files double init, tu mets que 14. C'est pas 21. C'est pas grave, tu le referas une fois suivante. Oula. Non, mais après, voilà, c'est... Après, tu peux jouer avec des créatures qui ont le piétinement à côté, de l'évasion, tout ça, et le considérer comme étant un simple boost, quoi. Je pense qu'il est juste mignon, mais qu'il va pas faire grand-chose. Ouais, non, ouais. Puis c'est même pas un marqueur, c'est un +1/+1 jusqu'à la fin du tour, donc c'est pas génial. Tant pis, Grand Pas. Ah, Gripoil, le seigneur des chevaux. Créature légendaire cheval, c'est une 4-4 pour 3 incolores, un rouge et un blanc. Les chevaux que vous contrôlez ont la célérité. Yes. Et à chaque fois que Gripoil attaque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature de force inférieure, engagée et attaquante depuis votre main. Franchement, il est pas mal. Il donne la célérité aux chevaux, c'est tellement bien. Et du coup, il se donne lui-même la célérité, ça c'est pas mal du tout, parce que ça veut dire que vous payez 5, vous avez une 4-4 qui peut attaquer tout de suite, et mettre une créature à 3 de force ou moins directement en jeu. Et si vous jouez Antienne, ce que je vous conseille, avec ce commandant-là, bah en fait vous pouvez mettre une créature qui a une force un peu plus élevée, quoi. Voilà. Le deck c'est un mème en fait. Il y a tout, il y a même un arc-en-ciel sur l'élu. C'est bon. Oh là là. Mais bon, après, est-ce qu'il y a assez de chevaux pour que ce soit efficace? Il y en a quelques-uns, et ceux qui existent sont assez efficaces. Hein. Parce que moi je pense surtout à celui de Hour of Devastation. Ouais, Hour of Devastation, ouais, en effet. Ouais. Qui va faire d'autres chevaux, mais c'est vrai que sinon... Après, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que c'est plus la capacité du commandant lui-même, le fait de cheater directement les créatures en jeu, t'es là. Enfin, là, on parle niveau... comment il s'appelait encore, le... Ilarg. Ilarg. On est niveau Ilarg, sauf qu'il y a une restriction. Là, il n'y a pas de... Ouais, enfin, Ilarg, ça remontait dans ta main, là, non? Ouais, là, il n'y a pas de... Ouais, mais là, il y a restriction de la force. Mais, comme je disais, vous jouez Antienne, on est en blanc-rouge, c'est largement faisable d'avoir un boost en force. Uniquement ou boost... ou tu utilises les sorts rouges qui disent que tu doubles la force d'une bête. Ouais, tout à fait. Ton Gripoil, il est à 8, tu peux quasiment mettre ce que tu veux. Ah ouais, non, mais là, tu mets beaucoup de choses. Hein. Ça peut taper... Honnêtement, Gripoil peut taper sévère. Hein. Je pense que c'est pas un commandant à sous-estimer, pour le coup, là-dessus. Vous dites, oh, Tribal Cheval. Non. Ouais, t'inquiète. Non, c'est pas Tribal Cheval, là. Tu sais, genre, pour la forme, tu vas mettre genre 2 chevaux. Ouais. Bah tu mettras les meilleurs, ceux qui sont intéressants, et puis let's go. Regarde, Iroas, il a la moitié du corps, c'est un cheval, c'est bon. On continue avec Gweir, le seigneur des vents, encore un oiseau et noble. Décidément, c'est moi que je me tape tous les oiseaux. T'as eu les oiseaux. Ça coûte 6, dont un blanc et un bleu, c'est une 4-4, et qui coûte 2 de moins à lancer tant que vous avez pioché au moins 2 cartes ce tour-ci.
Il a le vol, la vigilance, et les autres oiseaux que vous contrôlez ont la vigilance. Wizard, il faut arrêter avec les oiseaux. Je commence à en avoir marre. Bon, bah écoute... Mais là, ça va, c'est pas bleu-vert. C'est mignon. C'est mignon, les oiseaux, ils ont la vigilance. Non, ouais, je pense que c'est pas mal. Parce qu'en plus, t'as beaucoup d'oiseaux quand même. Ouais, et t'es dans les couleurs où souvent il va te coûter que 4 à jouer. Ouais. Est-ce qu'il sera en tête d'un deck? Absolument pas. Non. Ouais, si tu veux jouer un tribal oiseau. Lui ou Kanji? Kanji, si tu joues uniquement si tu joues le vol en général. Lui, si tu joues oiseau, spécifiquement. Il y a des oiseaux qui volent pas. Non, je dis pas ça, je dis juste pour les oiseaux en général. Okay. Disons que Gweyr serait un petit peu moins bien à la tête d'un deck uniquement vol. Ouais. Mais si tu veux monter un deck oiseau, fais Gweyr. Mais il est sympa, il est vraiment sympa. Bon, après, mais en effet, dans un deck Kanji, il sera très bien. Après, le truc, c'est que Kanji... Bah non, en fait, Kanji donne la vigilance lui aussi. Il dit aux créatures attaquantes qu'elles s'engagent pas. Bah c'est nul, hein. Bah désolé, Gweyr. Bah Gweyr, voilà, malheureusement, ouais. La carte suivante, c'est la bouche de Sauron, créature légendaire humain et conseiller, c'est une 3-4 pour 3, un bleu et un noir. Quand la bouche de Sauron arrive sur le champ de bataille, un joueur ciblé meule 3 cartes, puis amasser des orques X, X étant le nombre de cartes d'éphémères et de rituels dans le cimetière de ce joueur. Ouh, ah ouais, ça peut être pas mal. Ça, je veux bien. Ça peut être pas mal. Mais, bah en fait, on s'en fout. Oui, on s'en fout, parce que de toute façon, il sera dans le deck, il sera dans un deck, que c'est pas lui qui sera dans la tête du deck, c'est une carte de plus. Ouais, mais je sais même pas si je le mettrais dans un deck. Si, parce que, en fait, dans le set, que ce soit ça ou War of the Spark, il y a plein d'éphémères et de rituels qui amassent. Et là, du coup, ça devient intéressant de s'auto-meuler. Ouais. Tu t'auto-meules, amasses, et à un moment, tu vas faire Mizzix Mastery, tu vas pouvoir rejouer des trucs, en fait. Selon l'aide 2 secondes, c'est quand même pas top. Tu fais juste que amasser un jeton, quoi. Oui, mais... Oui, c'est le but d'amasser, en même temps, hein. On n'a jamais dit qu'amasser, c'était forcément une bonne mécanique. Mais le souci, c'est que la bouche de Sauron ne fait que ça. Oui. Il n'y a pas de capacité non, elle meule plus. Elle meule 3. Ça meule 3. Elle meule 3, voilà, quand elle arrive en jeu, ouais. En plus, ça serait aussi à l'attaque. Je dis pas. Ah voilà. Non, ETB, meule 3, Amassix. Après, t'as un humain, donc tu t'en fous. Bof. Ouais. Le Balrog, fléau de Durin. Une créature avatar et démon pour 7 mana, dont un noir et un rouge. C'est une 7-5 qui coûte 1 de moins à lancer pour chaque permanent sacrifié ce tour-ci. Pas par vous. Les trésors sont des permanents. Les trésors sont des permanents et pas uniquement par vous. Célérité. Le Balrog ne peut pas être bloqué excepté par des créatures légendaires. Quand le Balrog meurt, détruisez une cible qu'un adversaire contrôle, artefact ou créature. Tellement de lore dans cette carte. Ouais. Moi j'aime bien le côté que il y a un monde où il te coûte que 3. Même pas, il peut te coûter que 2. Ouais, il peut te coûter que 2 et t'as une 7-5. Bah ne serait-ce que déjà si tu sacrifies des trésors, tu peux t'amuser à sacrifier les 3 trésors pour qu'ils te coûtent que 4. Ouais. Et du coup tu payes déjà avec les trésors, t'as juste un mana en plus à rajouter. T'es là, ouais ok, tout va bien. C'est un démon, voilà, donc le deck Be'lakor il sera content parce qu'il aime bien mettre des dégâts quand un démon arrive en jeu. Ouais. J'aime beaucoup. Le deck Raphaël aussi sera. Le deck Raphaël, ouais. Content, ouais. J'aime bien le fait aussi que du coup, avec l'effet de. Enfin, c'est Flavor, mais c'est trop drôle que quand il meurt, il emporte un truc avec lui. J'aime bien. C'est pas mal. Puis non, célérité, quoi. Il est pas dégueu, hein. Il est célérité. Il y a le rouge pour donner la double initiative si tu veux commencer à taper sévère. Il peut pas être bloqué par les créatures excepté les légendaires, donc du coup, ce qui veut dire souvent des créatures que les gens ont tendance à vouloir garder. Ouais. C'est là, enfin. Mais à côté de ça, il sera bien dans des decks et je le vois pas à sa tête, à la tête de son propre pack en fait. Oh bah moi dans un jeu trésor, je le vois complètement. Ouais. Tu parlais de ça, moi je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais. Ce qui est très drôle aussi, c'est que vous pouvez le jouer dans un deck food. Ah oui. Le Balrog et les hobbits. Compagnon pour la vie. Quoi, pardon Mais ouais. Ah bah tiens, en parlant de compagnons. Legolas, compteur de mort, qui n'a toujours pas le partenaire avec Gimli. Créature légendaire, elle fait archer, c'est une 2-3 pour 2 incolores, un vert et un bleu. Il a la portée. À chaque fois que vous appliquez le regard, si Legolas, compteur de mort, est engagé, vous pouvez le dégager. Ne faites ceci qu'une seule fois par tour. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur Legolas. Rule 0, vous avez le droit de mettre les deux en partenaire, j'en ai rien à foutre. Le pire, c'est que c'est pas... Oui, c'est même pas ouf en plus, mais c'est juste pour le flavor. Il y a les marqueurs, quoi, voilà. C'est... Enfin, le truc à la mort d'une créature. Je préfère vraiment Gimli, par contre. Ouais, non, là, lui, il est pas top. Hein. Là, ici, Legolas, c'est pas ouf. Legolas, c'est vraiment... Ouais. T'es là, regard, d'accord, ça dégage, t'es là... Alors, à moins que t'aies un moyen d'engager une créature pour regard, et du coup, tu peux regarder... T'es là, même... Ouais, mais c'est qu'une seule fois par tour. Ah, d'accord, bon, bah, écoute... La restriction, elle est bizarre, en fait, parce que c'est pas non plus... Enfin, en plus, c'est pas comme si t'allais en faire vraiment quelque chose de débile. Oui, bah, ouais. T'as des moyens d'en abuser, mais c'est quand même très léger, c'est du regard, quoi. À un moment, faut pas exagérer. Non, il est pas génial. Enfin, quand on le compare à Gimli... Ouais, ou même à d'autres créatures légendaires du set, hein. Honnêtement, moi, il m'inspire pas du tout. Il y a la bouche de Sauron. Oui, la bouche de Sauron juste avant, voilà,
Mais il y en a d'autres qui sont pas mal. Oui. Et là, on va en parler. On va parler de Loto, le shérif corrompu, à une créature légendaire alphelin et gredin qui coûte un blanc et un noir. C'est une 2-1, et à chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort à chaque tour, vous perdez un point de vie et créez un jeton trésor. Ça peut être vraiment fort dans tous les decks, les decks qui aident Bear et dans des niveaux où les gens jouent systématiquement plusieurs sorts par tour. Ouais. C'est vraiment cool. Hein. En plus, ce qui est très amusant, c'est que vous pouvez aussi vous amuser à vous lancer plusieurs sorts par tour, en éphémère également, parce que c'est n'importe quel joueur en fait, donc c'est super intéressant. Il est pas cher, alors oui, il y a le point de vie, mais ça fait du trésor. Il y a pas mal de choses à en tirer, je pense. Hein. Et en même temps, pas grand chose à en dire. Parce que tu vois, c'est tellement simple et ça marche tellement que... Ouais. Et pour la petite blague, et c'est noté dans le flavor text, en fait, ça fait référence notamment à un personnage, donc Loto, dans la fin des livres du Seigneur des Anneaux, c'est quand il retourne dans la reconquête de la comté. Ouais, et où c'est la merde quand il revient. Ouais, parce qu'en fait, il y a Saruman qui est là-bas et qui a conquis en fait la comté pendant leur absence. Il a dit, eh ben, écoutez, si vous allez foutre la merde chez Sauron, bah moi je vais foutre la merde à la maison. Voilà, littéralement. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a plusieurs références dedans et je suis très content de ça. La prochaine carte, c'est Mohur, capitaine Uruk-hai, créature légendaire orc et soldat. C'est une 2/2 pour un noir et un rouge. Il a la menace. Si au moins un marqueur +1/+1 devait être mis sur une armée, un gobelin ou un orc que vous contrôlez, autant de marqueurs +1/+1 sont mis à la place. Ouais, sympa. Un Uruk-hai 2/2, quoi. C'est un peu honteux, quand même. Ouais, j'avoue un peu. J'aime bien, par contre, le fait qu'il y ait un lord à armée. C'est un lord armé, mais qui est aussi gobelin, et aussi pour les orques en général. Bon, après, orc... Ouais. Or que ça existe plus trop, quoi. Ouais, non, en effet. Ouais, après, moi, j'aime bien le concept. Ouais. En gros, moi, je le vois comme un Hamas +1. Ouais, c'est ça. Mais faut pas... Après, gobelins, t'as moyen de mettre des marqueurs sur certains gobelins, mais bon, c'est pas leur truc, hein, les gobelins. C'est pas leur truc, généralement, ils se boostent ils ont des lords, ou alors ils sont... quoi, voilà. Ouais, c'est pas les marqueurs qui les intéressent le plus. Mais bon, après, voilà, ils coûtent que 2, donc c'est ok. C'est anecdotique, comme commandant. Ouais. Mais... Dans les bons decks, ça fonctionne. Ouais. On a ensuite Merry, écuyer du Rohan, une créature alphelin et chevalier qui coûte un rouge et un blanc. C'est une 2/2 qui a lui aussi la célérité, le croirez-vous. Les chevals, ça va vite. Voilà, c'est ça. Il a l'initiative tant qu'il est équipé. Et à chaque fois que vous attaquez avec Merry et une autre créature légendaire, piochez une carte. Et il coûte que 2. Hein. Il coûte que 2. Allez, Isamaru T1 et puis Merry T2 et voilà. Ouais, voilà, je pioche. Ouais, non, c'est pas mal. Après, est-ce que c'est un commandant intéressant ? Non. Non, pas vraiment. Mais il sera dans le deck Boros... Boros équipement légendaire, voilà, ouais. Le Mardu Légende. Ouais, Mardu Légende. Bon. Peut-être même plus en Mardu Légende, tu vois. Ouais. Après, équipement, moi j'aime bien aussi l'idée de le mettre dans un jeu comme ça. La créature suivante, évidemment, c'est Pipin, garde de la citadelle, créature légendaire, alphelin et soldat. C'est aussi une 2/2, mais cette fois pour un blanc et un bleu. Il a vigilance parade 1, et on l'engage. Une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert la protection contre le type de carte de votre choix jusqu'à la fin du tour. Oh la vache! Et ça, c'est fort. Ouais. Petite nouvelle mère des runes, là, contre un type de carte. Ouais, bah on l'avait déjà, on avait un ange qui faisait pareil, qui disait... non, c'était pas un ange, c'était un archonte. Qui disait, vas-y, toutes mes créatures ont la protection contre le type de carte s'il était là. Là, c'est un truc qui coûte 2, et que tu peux répéter en engageant, quoi. Puis vigilance parade, ça veut dire qu'il peut attaquer, et en plus activer sa capacité derrière. Donc c'est très intéressant, moi j'aime bien ce type de design. Cool, hein. Et la petite parade, sympa. Il a pris en grade en comparaison avec la version mono vert, qui était déjà pas mal, mais bon. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait une créature légendaire avec lui, j'aime bien. Poire de beurré, aubergiste de brie. Du coup, qui est une créature légendaire humain et paysan qui coûte 4, dont un vert et un blanc, c'est une 3/3. Et au début de votre étape de fin, si vous ne contrôlez pas de nourriture, créez un jeton nourriture. Voilà, cadeau. Paf, la petite food. Bah ouais. Bon, c'est pas c'est mignon. C'est mignon, voilà, c'est mignon. Si vous jouez beaucoup autour des foods et que vous avez les sacrifiés... Ça ira bien dans le deck Abzan Food qui arrivera. Ouais, voilà. Sinon, je pense que c'est tout. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. En plus, c'est chiant, c'est votre étape de fin, c'est même pas chaque. Ouais. Ah, ça serait chaque étape de fin, ça pourrait être sympa, en effet. Ouais. Ça pourrait être très intéressant. La carte suivante, Prince Imraïl le Beau, créature légendaire humain et noble. C'est aussi une 2/2 pour un blanc et un bleu. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature, un blanc, humain et soldat. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de texte. Si c'est ta deuxième carte piochée, fais un jeton. Hein. Ouais, c'est pas la première. Il me semble qu'en humain jeton, spécifiquement, ça doit être la première. Voilà. Mais ouais, c'est assez courant. Et honnêtement, en fait...
on peut probablement jouer un deck autour de ça. Alors, après, ce qui m'embête un peu, c'est que dans Throne d'Eldraine, donc du coup ça remonte un petit peu, hein, on avait ce système aussi, chaque fois vous piochez la deuxième carte, mais c'était plutôt en IZ, c'était en bleu-rouge. Ça, c'est le truc qui m'embête un peu. J'aurais bien aimé que ce soit un peu dans les mêmes couleurs, mais voilà. Voilà. Mais mais il est pas mal en vrai. Moi je trouve ça sympa. En plus il arrive tôt. C'est bien. 2 mana c'est cool. Parce que du coup derrière après tu mets tes petits engins à value et tu fais tes jetons quoi. Après moi j'aurais juste un avertissement à faire. C'est que le souci c'est que comme c'est le commandant qui crée les jetons, le deck se tourne uniquement autour de la pioche. Et du coup si jamais tu n'as que la pioche et que tu n'as pas le commandant, et que malheureusement il se soit fait gérer d'une manière ou d'une autre, et ben du coup le deck il a plus rien, il a plus de punch quoi, il fait que piocher. Après je sais pas si t'as envie de jouer Imrail en commandant. Oh moi je pense que si, mais comme je te dis, hein, dans un deck plutôt à la cool, tranquille, en évitant de commencer à vouloir monter des gros decks, parce que c'est pas, je vous rappelle qu'en commandeur c'est pas uniquement l'objectif de monter des gros decks, on peut se monter des decks aussi pour se faire plaisir, et Imrail pour moi c'est un de ces commandants là. Qui fait plaisir. Le suivant, le roi des parjures, qui coûte 4, dont un blanc et un noir. C'est une créature légendaire, esprit et noble, 3-3. Il a le vol, et à chaque fois que lui ou qu'un autre esprit que vous contrôlez devient la cible d'un sort, il passe hors phase. Pas mal, ça. Et ensuite, à chaque fois que le roi des parjures ou un autre esprit que vous contrôlez passe en phase, créez, engagez un jeton de créature 1-1 blanche esprit avec le vol. C'est très sympa comme design. J'aime beaucoup. Il va falloir faire attention à comment tu le builds, hein, mais... je le vois bien, un moitié tribal esprit, bah évidemment. Et l'autre moitié, ce serait des sorts que tu puisses, avec le buyback par exemple, que tu puisses rejouer. Tu vois. Comme ça, tu peux protéger, faire une sélection de ce que tu as besoin de protéger quand il faut. Puis voilà. Après, pareil, les effets de blink de masse qui disent cibler autant de créatures que vous voulez, hop, vous les exilez, t'es là, ah bah super, il passe hors phase. Genre fin du semestre. Alors par contre, c'est obligatoire aussi, hein. Ça, c'est le petit truc qui c'est obligatoire, effectivement. C'est que du coup, quelqu'un peut juste dire ah bah tiens, je vais lui donner +1, +0, lol, il passe hors phase. Ah ouais, bon bah tant pis. Après, derrière, il sait que vous allez créer un jeton en plus. C'est ça en fait. Donc, quelque part. Il y a une contrepartie, mais c'est. Moi, j'aime beaucoup le design. Je trouve ça très intéressant. Le design, il est malin. Ouais, je trouve ça très intéressant. À explorer. Le prochain, c'est Samsagas Gamgee, créature légendaire alflin et paysan. C'est une 2-2 pour un vert et un blanc. À chaque fois qu'une autre créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton nourriture. Sacrifiez 3 nourritures, envoyez une carte historique depuis votre cimetière dans votre main. Ouais. Eh ben... ça m'a l'air pas mal, ça. Ça m'a l'air pas mal. Beaucoup de choses, quand même, hein, parce que autre créature non jeton, d'accord... Cette carte, au moment où on enregistre la vidéo, est en train de spike en termes de tarifs de ouf à cause du chat. Ah oui. Parce que du coup, t'as déjà ton premier, food. Oui. Ah ouais, d'accord. Oui. Ok. Et vu que le set est légal en moderne... Putain, en plus, ouais, tu fais T1 chat, t'es deux... food avec le deck à côté. Ouais, tu fais T1 four, T2 Samgas, T3 tu fais chat. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, non. En effet, il peut se passer des choses. Ouais, après, en dehors de ça, moi, je le trouve sympathique. Ouais, sinon, oui, il est cool, hein. 3 food pour récupérer une carte historique, t'es là, bah ouais, une carte historique, ça veut dire encore une fois du légendaire. Un donc ça peut être pas mal, Arthos. Après, à mon avis, ce sera souvent créature, parce que tu voudras pouvoir à nouveau déclencher la capacité de Samsagas à l'arrivée en jeu, etc. Bon, ouais. Très sympa. Il coûte que 2, encore une fois, donc... Ouais, très efficace. Mais les hobbits coûtent tous pas cher du tout, à chaque fois. C'est bien pensé. Et en voici un qui coûte par contre très cher en comparaison. Saruman le multicolore qui coûte 6, dont un blanc, un bleu, un noir. C'est une 5-4 avatar et sorcier avec parade. Défaussez-vous d'une carte d'enchantement, d'éphémère ou de rituel. Donc il y a des fois où... À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, chaque adversaire meule 2 cartes. Quand au moins une carte est meulée de cette manière... exilez une carte d'enchantement, d'éphémère ou de rituel ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à celle de ce sort depuis le cimetière d'un adversaire. Copiez la carte exilée, vous pouvez lancer la copie sans payer son coût de mana. C'est beaucoup pour pas grand chose. Bah ouais, mais en fait c'est trop de restrictions. Bah non. Bah la valeur de mana du il faut que ce soit inférieur, il faut que ce soit un éphémère, inférieur ou égal, ok. Mais il faut que ce soit un enchantement, un éphémère ou un rituel. C'est déjà pas mal. Et qu'il soit meulé de cette manière. Non, du tout. Il faut que t'aies au moins une carte qui soit meulée de cette manière. Ok, j'ai cru que c'était genre Giruda. Non, du tout. Non, du coup, c'est pour ça que Saruman est meilleur. Voilà. Parce que
Et en fait, il y a une exigence de la part de Saruman, c'est qu'il faut qu'il y ait des cartes qui soient meulées de cette manière. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont prévu de l'anti-meule prochainement dans Magic, mais parce qu'actuellement, il n'y en a pas vraiment. Il y a toujours des cartes qui sont systématiquement meulées, à moins que tu joues avec celles qui ont les effets de remplacement qui font que si jamais elles devaient aller au cimetière, ce soit mis en exil ou ça soit remélangé à la bibliothèque. C'est la qualitas. Mais alors vraiment, là, faut y arriver. Hein. Donc bon, ouais, c'est... Il y en a quand même pas beaucoup, quoi. Ouais. Mais c'est bien de le préciser, en effet. Et derrière, bah voilà, en fait, t'as juste la restriction au niveau de la mana value et du type de carte. Mais j'avais pas ce... Franchement, c'est pas mal. Parce qu'en plus, la parade, elle est synergique avec le reste du sort. Enfin, voilà. Donc du coup, Saruman, Gyruda en compagnon probablement... Bah si, comme ça, tu peux vraiment tout récupérer. Ouais, mais le truc, c'est que Gyruda, ça impose que t'aies uniquement des coups pairs dans ton deck. Pas grave. Ça peut l'être. Ça se fait. Bah non, parce que tu veux lancer 2 sorts par tour. Pour moi, tu le fais avec des sorts à 1 de préférence. Ne pas avoir les sorts à 1, ça va être un peu gênant. Ça va être un peu gênant. Ça y est. Non, honnêtement, moi, comment je builderais Saruman, alors j'aime bien, parce que j'ai vu le reveal en live de Saruman, j'ai vu le chat qui disait « Ouah, c'est de la merde, il est trop cher, il est pas top et tout », j'étais là, on voit pas la même carte, hein, parce que vraiment, Saruman, ça semble le truc qui va te voler des trucs à droite à gauche, et le jour où vous allez voir un Expropriate qui va se faire meuler, vous allez prendre des tours supplémentaires, vous allez être très content de le faire gratuitement. Donc voilà. Après, pour moi, Saruman, c'est un typique Esper Control. C'est Esper Control pioche, let's go, et on est parti, quoi. Il est dans les 3 couleurs pour ça. Et Saruman le multicolore, pourquoi c'est le moment de la story où il vrille un peu, il est du côté de Sauron, et il dit « Non, mais en fait, je suis pas uniquement le blanc, je suis toutes les couleurs. » Voilà. Donc, sachant qu'il y a quoi? Il y a gris, blanc... Ouais, et les 2 mages bleus. Voilà. Ah, il y a 2 mages bleus, en fait. Ouais, aussi. Mais on n'entend pas beaucoup parler. Ok. La carte suivante, c'est Sauron, le seigneur ténébreux, il en fallait un. Créature légendaire, avatar et horreur, 7-6 pour 3, un bleu, un noir et un rouge. Parade, sacrifier un artefact légendaire ou une créature légendaire. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, amassez des orques 1. À chaque fois qu'une armée que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, l'anneau vous tente. Et à chaque fois que l'anneau vous tente, vous pouvez vous défausser de votre main si vous faites ainsi piocher 4 cartes. Vache, quoi. Oh, stop. C'est rigolo. Après, c'est pas... Tu fais quoi avec ça? Bah, tu vas jouer Grixis, quoi. Mais... Bah, tu vas jouer Grixis contrôle, et puis tu vas dire, bah ok, je bourre avec mes armées. Et là, de quoi? Ton armée, oui, avec mon armée, bien sûr. Après, voilà, tu joues avec tenter avec l'anneau, et puis tu dis, bah vas-y, j'ai plus de cartes en main, pas de problème, je joue ma carte qui fait tenter l'anneau votante, et bam, vas-y, je défausse, je pioche 4 cartes. Tu peux faire du réanimator, aussi. Il y a tellement de trucs que je vois, moi, autour de ça. Tu peux jouer avec le fait que tu pioches des cartes, donc du coup tu peux jouer avec tous les effets qui vont blaster, mettre des blessures aux adversaires à chaque fois que tu pioches. Donc bon, let's go, quoi. En fait, il y a plein de directions dedans qui sont un peu... qui sont un petit peu mélangées comme ça, donc à mon avis, il faut jouer là-dessus. Réfléchir, quoi. Ouais, mais par contre, il faut prendre une direction claire. Hein. Honnêtement, vous pouvez vous éparpiller à fond, et le problème, c'est que le deck va perdre en puissance. C'est clair. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est que on parle de jetons armés, mais du coup, il y a également des moyens de donner, notamment le vol ou de l'évasion. Oui, bien sûr. Du coup, avec le bleu, noir, rouge, tu avais tous T'avais tout le côté de War of the Spark noir-bleu qui était... C'était les jetons zombies, malheureusement. Ces jetons zombies, c'est pas les jetons armés? Ouais, c'était les jetons zombies. Ah. Ouais, mais bon, il te permet d'amasser aussi, quoi. Ouais. Donc voilà. Ou alors, il faut faire le zombie d'abord, et ensuite, ça devient un orc et un zombie en même temps. Le suivant, c'est Chagrat, porteur du butin. Une créature légendaire orc et soldat pour 4, dont un noir et un rouge. C'est une 4-4. Et à chaque fois qu'il attaque, attachez-lui jusqu'à un équipement ciblé, puis amassez des orques X, X étant le nombre d'équipements attachés à Chagrat. La petite blague, c'est que c'est celui qui a... Qui pique d'art, non? Il pique d'art et de la côte de Frodon quand il est à Siritungol. Voilà. C'est celui qui le torturait, il se barre avec le truc. Ouais, bon, c'est mignon, voilà. Mais putain, il est rare, quoi. Ouais, il est rare, c'est un peu chiant. Après, ce qui est très amusant... Deux équipements. C'est que c'est un équipement ciblé, en fait, que tu lui attaches. Du coup, ça peut être un équipement adverse aussi. Tu peux lui attacher un équipement adverse. Il faut que tu payes le coût d'équipement? Non. Hein? Ah, ça c'est pour ça qu'il est assez drôle. Ok. T'as le côté lore friendly qui est là et tu dis, ah vas-y, je pique l'équipement là-bas, il est dessus. Voilà. Ok, d'accord. Non, ouais, ok. Voilà. C'est un peu drôle quand même. C'est un petit peu drôle, ça peut être amusant. Après, à moins que vous soyez dans une méta où il y a souvent des decks équipements ou des personnes qui jouent des équipements leur deck, là,
Bon, tu piques un truc une fois de temps en temps, mais ouais, après un rack d'os équipement, ça peut être très sympa. Ouais. Parce que bon, là tu te dis, il y a des équipements chers aussi que tu peux mettre dessus. Cheater le coup d'équipement, c'est toujours intéressant. Tu mets World Slayer. Il faut que tu rendes Chagrin indestructible. Ouais. Mais ouais. Le suivant, c'est Charcou, tyran de la comté. Bah tiens, qui s'est dit celui-là? Oh yes. C'est une créature légendaire Avatar et Gredin 2/4 pour 2, un bleu et un noir. Les capacités activées des terrains que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas être activées, à moins qu'elles ne soient des capacités de mana. Charcou a toutes les capacités activées des terrains que vos adversaires contrôlent, excepté les capacités de mana. Du mana de n'importe quelle couleur peut être dépensé pour activer les capacités de Charcou. C'est Saruman, au passage, voilà pour la story. Voilà. Ceux qui n'avaient pas compris mon sarcasme qui est déguisé en fait au moment où il a envahi la comté. Voilà. C'est pour ça qu'il est Avatar. Donc, ouais, je fais du lore, hein, voilà, mais y a pas de problème. Ouais. C'est pas... Ouais. Qu'est-ce que tu veux en faire? Le truc, c'est que les capacités, hors capacité de mana sur terrain, t'en as quelques-unes. Les capacités de destruction, voilà, tu sacrifies. Animation. Ouais, t'as la récupération de cartes du cimetière, t'as 2-3 trucs qui font des jetons, des bricoles. T'as des châteaux, donc tu vas avoir de la pioche, ouais, des jetons, tout, ouais. Regarde. Ouais, t'as beaucoup de pioches quand même, hein, mine de rien, dans les terrains aussi. J'allais juste dire, sinon c'est un gredin. Ouais, c'est un gredin. Il est pas mal non plus là-dessus, ouais. Voilà. Après, l'avantage, c'est qu'il gagne les capacités qui sont prises aux autres terrains, donc ça peut être pas mal. Oui. Maze of It. Mon Charcou est un Maze of It, au secours. Pourquoi pas. Oboro, tu peux le renvoyer dans ta main. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Aucune utilité, ouais, non, là-dessus. Tu peux engager, tu peux prendre, payer un et renvoyer Charcou dans ta main. Non, mais il y a quelques terrains spéciaux qui peuvent vraiment valoir le coup également. À voir s'il y a des abus à faire, mais ça sent vraiment... Tard. Ouais, mais le problème, c'est comme ça se base beaucoup sur les decks adverses, tu te dis, s'il y a rien en face, ton commandant, il fait rien. Exactement. Voilà. Continuons avec Sméagol, guide serviable. Une créature légendaire, alflin et horreur, encore une fois, qui coûte un générique, un noir et un vert. C'est une 4/2. Et au début de votre étape de fin, si une créature est morte sous votre contrôle ce tour-ci, l'anneau vous tente. À chaque fois que l'anneau vous tente, un adversaire ciblé révèle les cartes au-dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de terrain. Mettez cette carte sur le champ de bataille engagé, sous votre contrôle, et le reste dans son cimetière. J'adore. La vache! J'adore. Ah ouais! Tu peux piquer des terrains. Ah non mais moi c'est pas ça, c'est que je vois que tu meules les adversaires aussi par contre. Oui, mais surtout tu piques des terrains. Ah tu piques des terrains quoi. Ah, par contre, là, ça me donne envie de jouer un deck Sméagol, l'anneau vous tente, hein. Oui. Tous les jours. Ah bah... T'es là, comme un gros débile. Hein. Ouais. Parce que en plus, du coup, ça fait que, en dehors des effets qui peuvent te tenter pendant le tour, tu as en plus la capacité de Sméagol si jamais tu perds une créature. T'es là, bah vas-y, tu peux le faire 2 fois par tour et let's go, quoi. C'est énorme. Hein. En plus, tu rentres comme un gros taré derrière. Le prochain, c'est Théoden, le roi du Rohan, créature légendaire humain et noble. C'est une 2/3 pour un incolore, un rouge et un blanc. À chaque fois que Théoden, roi du Rohan, ou un autre humain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, une créature ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Ça me rappelle quelque chose. Ou un autre humain arrive en jeu. C'est bizarre, hein. Mais je pense qu'on va avoir exactement le même commentaire, hein. C'est vachement fort, quand même. Et c'est qu'une Ungo. Ah non, mais les Rohirrim, ils défoncent. Ils envoient. Il y avait juste le premier Homer en mono rouge qui était au quai-tiers. Ouais. Mais les autres, tous, quoi. Ouais. Tous. L'archétype blanc-rouge Rohirrim en humain en limité, ça va être bam, quoi, dans ta gueule. Ouais. Hein. Oh la vache. Très Ah non, ouais, honnêtement, il est très bien. Pas grand-chose d'autre à dire. Double initiative, t'es là... Par contre, si vous le cumulez avec l'autre commandant mono rouge qu'on avait vu qui donnait +1, +0 à le mec de Westfold. Ouais, le gars de Westfold, ouais, en effet. Et t'es là, bah ouais, c'est... Waouh! Ça défonce, hein. Ça défonce. Ah, Jirina, elle prend up. Hein. Ah, humain, attendez-vous à en voir, hein. Bon, on continue avec le Buddy. Tom Bombadil, une créature légendaire, dieu et barde, qui coûte un blanc, un bleu, un noir, un rouge et un vert. C'est une 4/4. Tant qu'il y a au moins 4 marqueurs Sapiens parmi les sagas que vous contrôlez, Tom Bombadil a la défense aïsmanique et l'indestructible. Et à chaque fois que la capacité de chapitre final d'une saga que vous contrôlez se résout, révélez les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de saga. Mettez cette carte sur le champ de bataille et le reste dessous de votre bibliothèque. Dans un ordre aléatoire, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Oui, bah voilà, il fallait qu'il y ait un commandant en saga, il y en a une, merci, bisous. Ouais, après je trouve ça un peu dommage qu'il l'ait mis dans le set plutôt que dans, par exemple, les boosters d'extension en exclusif. T'es là, dans le set... Tout ça en draft Bah, il y a des sagas dans le set, oui. Hein, je suis pas fou, hein, donc ouais. Oui, il y en a, t'inquiète. Il y a des sagas, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de commencer à build un archétype
c'est un archétype autour de Tom Bombadil. Ouais. Pour moi, c'est limite la mythique que tu vas prendre en draft, par exemple, en te disant je vais la prendre parce que c'est une mythique et si jamais j'ai envie de construire autour, c'est sympa. Mais par contre, jamais je la mets dans mon pool. T'es là, déjà parce que 5 couleurs en limité, c'est une catastrophe. Ouais. Donc bon, je ne sais pas. Mais honnêtement, pour ce qu'il fait, moi je le trouve très sympa. Ça me rappelle beaucoup, d'une autre façon, Carte le Lion, qui lui récupère des Planeswalkers quand des Planeswalkers meurent. Et là, là c'est un peu pareil, c'est je vais récupérer, mais lui c'est obligé, tu récupères et tu mets directement en jeu, t'es là. C'est beaucoup plus violent, et je le trouve un peu trop cassé à ce niveau-là. Pour moi, ça aurait été mieux qu'ils le mettent en main, en fait. C'est soit tu révèles un nombre X de cartes dessus de la bibliothèque et tu mets en jeu, une saga parmi elles, soit tu prends la prochaine saga de ton deck, mais tu la mets dans ta main, quoi. Ouais. Là, le cumul des deux, bon, heureusement que c'est restreint à une seule fois par tour, parce que vous imaginez un peu le bordel. Ce serait dommage de pouvoir blinker Tom Bombadil, quoi. Ouais, aussi, ouais, je sais bien. Je sais bien. Bon, voilà, il fallait qu'il y ait un commandant saga, on en a un maintenant. Merci. Sympathique. La créature suivante, c'est Ugluk, de la main blanche, créature légendaire orc et soldat. C'est une 3/3 pour 2 incolores, un noir et un rouge. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur Ugluk. Si cette créature était un gobelin ou un orc, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur Ugluk à la place. C'est mignon. Bah, aristocrate marqueur, voilà. Ouais, mais t'en feras pas grand-chose. Ouais, bah dans des jeux sacrifices, voilà, tu joues avec Ozolite, tu joues avec Jury, tu fais des marqueurs partout et vas-y, on transfère. Let's go. Je pense que c'est le seul build viable, c'est de le mettre dans un deck Jury, de sacrifier Ugluk à la fin, et quand t'as ton Ozolite pour tout renvoyer sur Jury. Sinon... Après, tu peux jouer avec des créatures qui arrivent directement avec des marqueurs en jeu. Oui. Et du coup, tu joues vraiment marqueur sacrifice, t'es là. Ok, pourquoi pas. Mais ouais, non, il est sympathique, quoi. Ouais. Je sais pas pour toi, mais les orques, ils me semblent un peu... Faibles. Ouais, c'est un peu... Mais parce qu'en fait, aussi, le truc, c'est qu'on a le... En fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'à mon avis, vu que dans le limité, t'as tout le système d'Amas. Ouais, qui est plus intéressant. Ouais, il sera mieux. Ouais, bien sûr. bien sûr. Bon, parlons maintenant du dernier commandant de l'extension même, donc dans les booster draft. C'est le vieil homme Saul, une créature légendaire Sylvain qui coûte 4, dont un noir et un vert. Il a une force et une endurance équivalentes au nombre de terrains que vous contrôlez. Et à chaque fois qu'il attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature ou un jeton. Quand vous faites ainsi, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est une carte de limité, quoi. C'est pas... non, c'est... un peu de la merde. Bah, c'est pas top, quoi. Donc, on va passer à la suite, hein, je pense. C'est pas mal. Ouais. Non, il y avait pas... Vraiment, il y avait rien à dire. Il y a rien à dire, là-dessus, à part dire, vous le mettez dans un deck Sylvain, et ça. Encore... Enfin, parce qu'il y a une force et une endurance équivalent au nombre de terrains. Là. Pourquoi pas. Alors, les cartes suivantes, du coup, sont celles qui sont dans le kit d'initiation. Et on commence avec Aragorn et Arwen, époux, créature légendaire humain, elfe et noble. C'est une 3/6 pour 4 mana, un color, un vert et un blanc. Vigilance. À chaque fois qu'Aragorn et Arwen arrivent sur le champ de bataille ou attaquent, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez. Vous gagnez un point de vie pour chaque autre créature que vous contrôlez. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Le truc, c'est que ça le TB. Donc voilà. Ah, ou attaque. Oui, pardon, mais ça coûte 6, donc en fait, en gros, tu vas le jouer au moment où t'as déjà un board, hein, normalement. Ouais, donc c'est... Bah, c'est blanc-vert, jeton, go wide, et puis let's go, quoi. Ouais. Donc, oui. Voilà. Ça s'arrête là. Pas grand-chose d'autre à dire. Non, la carte, elle est cool, elle va bien dans les strats qu'on connaît déjà, donc voilà, c'est tout. Enfin, elle est efficace. En tout cas, ça, on peut mais elle coûte 6, donc... Après, l'avantage, c'est que ça fait à l'arrivée en jeu, donc du coup, il y a un impact direct. La carte suivante, c'est le Balrog Flamme Doudoune. Une créature légendaire, avatar et démon qui coûte 5, dont un noir et un rouge, 7/7 piétinement. Et quand une créature légendaire qu'un adversaire contrôle meurt, mettez le Balrog au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. What? C'est encore très lore. C'est très lore friendly. C'est marrant. Ouais. Il y a un monde où genre ton Balrog, il va jamais toucher, il a même pas la célérité, celui-là. Ouais, non, celui-là, il a pas la célérité, malheureusement. Mais ouais, c'est dommage. L'illustration est pas très jolie. Hein. Ouais, non, je le trouve un peu bizarre. Ouais, je sais pas ce qu'il a. C'est un peu moyen. Ouais. Peut-être le rendu, peut-être que c'est le rendu. Ouais. Mais ouais, bof. Alors, moi perso, en plus, hein. Let's go. Pour Be'lakor, c'est une bonne carte. Parce que tu t'en fous, en fait, ce qu'il faut, c'est que le truc rentre en jeu. Il va coller 7. 7/7 piétinement, tu te dis... 5. Ouais, pour 5. Enfin, c'est quand même un très bon body. Ouais. C'est 7. Toujours le chiffre magique hein, dans le commandeur. 7, donc du coup c'est 3 phases d'attaque. On est en noir, donc on a de l'évasion, on a le vol qui est possible de donner, on a de l'infection qui est possible également.
Double unité en rouge. Double unité avec le rouge. Donc ouais, c'est pas infaisable de jouer réellement autour. Faut juste croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait une créature légendaire adverse qui meurt. Mais ça devient très drôle parce que tu te dis, le seul moyen pour que du coup le Balrog passe en dessous de la bibliothèque, c'est que les adversaires consentent à sacrifier leur propre commandant, souvent, ou des pièces importantes, parce que créature légendaire, ça évoque souvent ça, quoi. Donc t'es là, il temporise, quoi. C'est vas-y, je suis obligé de sacrifier une de mes grosses pièces pour éviter qu'on a un gros démon qui vienne nous taper la gueule, quoi. Moi, je suis plutôt ok avec la carte. Voilà. Et la dernière, c'est Sauron, l'œil sans paupières, créature légendaire avatar et horreur 4/4 pour 3 incolores, un noir et un rouge. Quand Sauron, l'œil sans paupières, arrive sur le champ de bataille, acquérez le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Et pour un incolore, un noir et un rouge, les créatures que vous contrôlez gagnent plus de +0 jusqu'à la fin du tour, et chaque adversaire perd 2 points de vie. T'as vu, c'est rigolo, il a plus de doigts. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, la capacité à l'arrivée en jeu, c'est très anecdotique. Moi j'aime bien. Prise de contrôle, let's go, et puis on verra bien. Ouais, bah, puis si t'as un sac à outlet qui traîne. Ouais. Par contre, le deuxième, la deuxième capacité, elle est vénère, quoi. Si t'as du mana en rab, t'es là, allez, plus de +0, vous perdez tous 2 points de vie. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que les deux sont dessus, parce que ça, je pourrais juste, pour 3, tes créatures gagnent plus de +0, ça serait déjà très bien. Et là, t'es là, tu dis, allez, vas-y, vous savez quoi? En plus, vous perdez déjà 2 points de vie. Vous allez prendre une claque, mais on s'en fout, prenez déjà 2 points de vie. Là, il est pas mal, hein. Alors, sur sa deuxième capacité en mana sync, mais du coup, faut générer beaucoup de mana pour pouvoir l'utiliser. Voilà, dans ces couleurs, maintenant, c'est facile. Oui, c'est faisable, bien sûr, mais voilà. C'est... ça à prendre en compte. Voilà. Entre la rampe de ouf que tu peux faire en noir avec les terrains, plus les sorts qui te donnent du mana en rouge. Non, je sais pas, ouais, il est mignon. Après, encore une fois, voilà, c'est des cartes qui viennent d'un deck d'un kit d'initiation. Ouais. Donc c'est normal qu'elles soient très faciles d'accès et qu'on puisse vite les prendre en main et que ce soit pas des effets dégénérés. Ouais, c'est déjà pas mal. Ni cassables. C'est déjà pas mal. Ouais. Bref, on est arrivé au bout de ces commandants. Wouh! Ça va, je m'attendais à pire encore. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, globalement, des commandants d'extension? C'est très inégal. Ouais. C'est très inégal et comme on a dit, il y en a 80 à peu près en tout et je pense que t'en as allé. S'il y en a 6 qui perfent, entre guillemets, et qui resteront dans les cartes connues. Vraiment beaucoup joué, ouais. Ouais, ce sera déjà bien. Je pense, Aragorn. Hein. Aragorn, le 4 couleurs, il va être joué, c'est indéniable. Ouais. Arachné aussi. Ouais. Dans les multicolores, il y en a quelques-uns quand même que je vois potentiellement être joués. Donc quand tu fais le bilan multicolore et monocolore, je me dis quand même qu'on aura peut-être un peu plus que 6 vraiment joués. Peut-être aller 10. En tant que commandant, je parle. En tant que commandant vraiment joué, 10. Ouais. Après, derrière, dans les petits decks à la cool, j'en verrai au moins... mais t'en as plus, au moins 20, 30 de plus. En tant que commandant, je parle. Hein. Ensuite, la plupart des cartes, en fait, elles sont jouables, quoi. Je veux dire, il y a peut-être, sur les 80 et des commandants qu'on a listés là au cours des 2 vidéos, il y en a peut-être, 15 que je dirais qui sont vraiment très oubliables et qui seront ni joués à la tête du deck, ni dans les decks. Voilà. Et que vous ne verrez quasiment jamais. Mais souvent, ça va être lié à des mécaniques trop précises, des trucs un petit peu trop... voilà, c'est trop bizarre. Ou alors, il y a des gens qui vont tenter de builder quand même autour, mais ça va être des commandants un petit peu trop alambiqués. Au contraire, pas assez poussés. Donc ouais. Non, mais le set, en termes de commandant, me plaît. Parce que il rappelle déjà les moments importants, il rappelle les personnages importants et secondaires. Ça correspond globalement au niveau du lore, ça correspond à ce que t'attends en fait de la retranscription des créatures en cartes. Donc franchement, j'ai rien à dire du tout là-dessus. Je suis globalement je trouve que c'est bien trop inégal. Ouais. T'as des archétypes et des paires de colorités qui ont... Déjà, en termes de représentation, t'as pas le même nombre. Et t'en as qui sont vraiment moins forts que d'autres paires de colorités, je trouve. Mais bon, voilà, c'est pas... En fait, genre, en temps normal, je leur dis c'est pas trop grave, mais quand tu sors un truc qui est censé amener des gens vers le jeu, tu vois, parce que t'as des gens qui, comme on avait eu Warhammer, t'as des gens qui viennent pour le Seigneur des Anneaux uniquement, ils s'en fichent un petit peu, entre guillemets, de Magic. Mais bon, ça, je pense que la comparaison vaudrait mieux la faire avec les decks. Comparer les 4 decks et leur niveau versus ceux de Warhammer. Mais là, tu vois, par exemple, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des paires de couleurs qui sont vraiment, vraiment plus fortes.
Mais parce qu'on le voit avec le prisme du commandeur, en fait. Ouais, après, en termes de... Enfin, on peut faire un petit bilan vite fait, si tu le souhaites, des combinaisons de couleurs. Le blanc-bleu, il est pas mal. Ouais. En termes général, il est plutôt bien fort, hein. Il y a des mécaniques assez différentes. Le bleu-noir, c'est peut-être celui que je trouve le plus faible. Parce qu'il est quasiment pas représenté. Noir-rouge... C'est pas génial. Hein. C'est pas génial pour nous, mais en termes de gameplay avec le amasser les orques, ça fonctionne, quoi. Rouge-vert, on est sur un truc un peu aggro, nain... avec Gimli, et on n'a pas grand chose de plus en fait. Du coup, ça rend le truc très faible. Ouais. Après, on a. Célestia, ça va être marqueur et c'est fort. Marqueur, c'est pas mal. On a bleu-vert elf. Ça va être fort. Donc, IZ spells, c'est toujours bien. On a blanc-noir. Truc. 8-bear, un peu. Ouais. Mais après. Le truc, c'est que là, on part des créatures légendaires pour les archétypes, mais il y a aussi autre chose. C'est bon, blanc-rouge va être très fort, bien évidemment. Bleu-rouge, spell, bleu-vert, elfe, voilà, comme on a dit, et noir-vert. Terrain. Noir-vert, bah ouais, ça va dépendre un petit peu, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que les créatures légendaires, finalement, ne déterminent pas tant les archétypes que ça, j'ai l'impression. Il y en a certains qui sont très déterminés parce que les créatures vont toutes dans la même direction. Mais par exemple, c'est vrai que noir-vert ou les blancs-noirs, il n'y a pas de direction donnée vraiment là-dessus. Donc bon. Ouais. Je sais pas. Je pense que c'est à voir. Attendre de voir avec aussi le reste du set pour le moment qu'on n'a pas encore abordé. Mais voilà, c'est assez inégal, je suis d'accord. Mais ça reste intéressant quand même. Et du coup, on se retrouve dans une dernière vidéo sur le set avec les cartes. Les cartes non légendaires. Les autres cartes. Ça devrait aller assez vite cette fois-ci, par contre. Ouais. En comparaison. Voilà, puisqu'il y en a beaucoup moins. On se dit à la prochaine, n'hésitez pas à lancer vos commentaires également sur les différentes cartes qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Et puis voilà, laissez tout ça dans les commentaires, puis on y répondra. Sur ce, à la prochaine.